La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres inattendues autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontation d'idées, fabrique d'étincelles, déclencheur d'utopie, appel à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes pour des débats en public. Alors que plus de 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France, 8 millions de Français doivent recourir à des dispositifs d'aide alimentaire. Pour comprendre l'absurdité de ce paradoxe et la faillite de notre agriculture productiviste, nous recevons l'anthropologue Bénédicte Bonzi, qui a mené une longue étude au Restos du Cœur. Sous le regard du philosophe Guillaume Leblanc, nous questionnerons la violence qui s'exerce contre les plus pauvres. Comment penser la vulnérabilité au cœur de la cité ? Cette rencontre est programmée par Olivier Martineau et modérée par le journaliste Rémi Kenzo Pagès. Bonsoir et bienvenue à la Maison des Métallos. Merci d'avoir bravé le froid ce soir pour assister à cette rencontre sur la France qui a faim. En ces temps de trêve hivernale, après cette vague de froid, alors que les associations s'activent pour venir en aide aux plus démunis, que les distributions alimentaires, que les maraudes s'organisent pour venir en aide à celles et ceux qui sont dans la rue. La France qui a faim, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage paru aux éditions du Seuil de Bénédicte Bonzi, anthropologue, spécialiste de la faim et qui est avec nous ce soir. Bénédicte Bonzi a mené une étude au Restos du Cœur. Elle décrypte la faillite d'un système agricole qui participe au désastre écologique, plonge dans la misère nombre d'agriculteurs et qui est incapable de subvenir aux besoins alimentaires, aux droits à l'alimentation de tous les habitants de ce pays. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi accompagnés de Guillaume Leblanc, philosophe de la précarité et des formes de résistance des plus précaires, auteur notamment de La solidarité des éprouvés aux éditions Payot Rivage. Et Guillaume Leblanc, vous sortez prochainement un nouveau livre aux éditions Albin Michel, Oser pleurer. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci. Alors ensemble, nous allons échanger pendant 1 heure. Puis les personnes qui sont dans la salle pourront vous poser des questions et vous aurez 30 minutes pour y répondre. Bénédicte Bonzi, la première question, elle est pour vous. On va rentrer dans le vif du sujet avec une notion que vous développez. Vous parlez de violence alimentaire. Expliquez-nous. Alors bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation, pour nous donner cette parole et nous permettre aussi de nous rencontrer avec Guillaume Leblanc pour échanger sur nos préoccupations communes. Alors c'est vrai qu'en entrée dans la matière, parler des violences alimentaires, je vais essayer de le faire de manière concise, c'est vous parler en fait d'une réflexion pendant plusieurs années, et peut-être que la meilleure illustration que je peux en donner, c'est de vous partager un moment où je me suis rendu compte qu'il allait falloir mettre cette situation en mots et parler de violence. Ce moment, en fait, c'était un soir de maraude où il faisait un peu moins froid que ce soir et où on distribuait des pâtisseries qui nous avaient été données, en fait, des choses en plus qu'on ne distribue pas habituellement. Parce qu'il faut rappeler que vous avez été sur le terrain, oui. Que toute cette enquête, elle est le produit de présence pendant plusieurs années au Restos du Cœur. D'ailleurs, peut-être après, vous pourrez aussi nous expliquer un petit peu cette démarche. Donc, je pense que ça sera clair sans l'explication de la démarche tout de même. Donc, ce soir-là, on est avec des bénévoles des Restos du Cœur. On arrive sur notre dernier point de distribution. Donc, dans une maraude, ces distributions de repas chauds qui ont lieu la nuit, c'est assez spécial dans le 93. Hein. Dans beaucoup de territoires, on n'est pas sur des itinérances, on est plutôt, en tout cas sur des maraudes alimentaires, on est plutôt sur des points fixes. Mais dans le 93, il y a tellement de personnes qui en ont besoin qu'il y a un itinéraire et que chaque camion permet de nourrir une centaine de personnes. Et là, à la fin de cet itinéraire-là, on arrive sur une place et les choses se passent bien grâce à la présence de gâteaux. Ça crée un petit truc un peu festif. Et puis, moi, je distribue les gâteaux, le café, et en fin de compte, un jeune homme se fait voler son éclair au chocolat qu'il a choisi au moment où il discute avec moi. Et là, toute la situation change. Il va chercher une bouteille en verre pour la casser sur la tête de celui qui lui a dérobé l'éclair. Moi, je m'interpose, et au moment où je m'interpose, je ressens physiquement
tout ce que je vais contenir en tant que bénévole. Et je comprends que la plupart du temps où je suis en maraude avec les bénévoles, eh bien, je ne fais pas que donner à manger, je contiens une violence qui préexiste. Je contiens la violence qu'il y a sur le territoire français du fait de la non-réponse d'un droit fondamental qui est le droit à l'alimentation. Et ça va devenir mon travail de recherche et mon travail de thèse d'arriver à décrire finement, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, partager en fait des moments cachés qui sont souvent invisibilisés parce qu'on nous demande sans cesse d'aller à la synthèse, de faire vite dans nos explications. Donc on ne prend pas le temps de décrire ce qui se passe dans la vie des gens. Mais dans la vie des gens, avoir recours à l'aide alimentaire, eh bien, c'est subir au quotidien tout un tas de petits actes qui pourraient sembler anodins, mais qui vont les impacter de manière durable. Il s'agit de l'humiliation, d'avoir à se retrouver dans cette situation-là. Il va s'agir du contrôle qui est exercé, parce que comme on l'a très bien entendu, il n'y a pas assez de nourriture, donc on doit trier les pauvres parmi les plus pauvres pour pouvoir dire qui va avoir droit à quelque chose et qui n'y aura pas droit ce jour-là. Il va y avoir la menace de sentir que peut-être demain, s'il n'y a pas assez de bénévoles, personne ne passera et on ne mangera pas. Et donc toute cette répétition d'actes va avoir un impact et physique et psychologique sur les personnes. Et les violences alimentaires, c'est ça. C'est arriver à mettre en mots et à dénoncer le fait que dans un pays qui a ratifié les traités internationaux et qui devrait tout faire pour mettre en œuvre le droit à l'alimentation, eh bien, il ne le fait pas. Il nous fait croire et il nous laisse dans cette confusion que l'aide alimentaire serait le droit à l'alimentation. Ce sont deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et on a une nourriture qui est produite et qui circule en abondance et donc des processus de confiscation. Et donc dans ce système-là, oui, il y a des violences alimentaires, c'est le fait de laisser, de mettre des personnes dans cette situation-là. Et pour finir, j'ajouterais que les agriculteurs avec qui on a pas mal travaillé ces questions autour des violences alimentaires me disent souvent, nous aussi, on les vit, ces violences alimentaires, on les vit en tant que producteurs. Et c'est important du coup de penser l'ensemble de ce système alimentaire et de voir tous les mécanismes de confiscation, de privation qui finalement menacent et sont une menace et nous font vivre dans un nouveau risque qui est le risque de ne pas manger ou de ne pas manger à sa faim ou correctement. On va en parler, mais sur vous justement, ce que vous avez observé, cette enquête, elle a provoqué également un choc ? Alors, elle a provoqué plein de sentiments. Je pense pas mal de tristesse, de me dire c'est pas possible qu'on en soit arrivé à ces situations-là et que ce soit le quotidien de personnes. C'est-à-dire que Coluche, il lance son action au niveau des Restos du Cœur en se disant, eh bien voilà, on va avoir un levier pour mettre le pied à l'étrier à l'État, pour montrer que la solidarité, c'est possible, que les gens peuvent s'unir pour transformer les choses. Et puis plus de 30 ans après, on en est encore là. Ce n'était pas du tout ça, le projet des Restos du Cœur. Donc oui, il y a de la tristesse par rapport à un homme qui est très présent dans ce qu'on appelle l'esprit Coluche, mais qui nous manque terriblement par rapport à la portée politique du mouvement qu'il a voulu lancer. Ensuite, il y a de la colère. Parce que ce sont des choix politiques qui mettent les gens dans ces situations-là. Et quand on l'ethnographie, quand on l'étudie, on ne peut pas en sortir indemne. On m'a reproché parfois d'être très froide par rapport à l'État. Mais quand au cours d'une maraude, on arrive, et plusieurs fois pendant un terrain de recherche, devant une voiture et qu'on doit prévenir les pompiers parce que la personne qui est à l'intérieur ne bouge plus et qu'elle est morte de froid, eh bien, en effet, il y a une colère en fait qui n'est plus du tout négociable et qui nécessite en fait d'être dite. Et je pense que ce qui m'a permis de tenir, c'est toutes les relations avec les personnes qui viennent chercher à manger et avec les bénévoles qui sont vraiment de l'ordre de la résistance. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à ce terrain. Non, les structures d'aide alimentaire ne sont pas en cogestion de la pauvreté avec un État démissionnaire, mais elles sont réellement en résistance contre un État qui ne fait pas ce qu'il devrait faire pour sa population. Guillaume Leblanc, vous aussi, vous vous intéressez à ceux qui ont faim, notamment dans la solidarité des éprouvés.
le livre que vous avez écrit, qui est sorti en 2022. Vous aussi, vous êtes allé au Resto du Cœur, et surtout, vous avez beaucoup suivi le travail d'une autre organisation qui est ATD Quart Monde. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la pauvreté et à en faire un objet philosophique ? Bonsoir et merci également pour l'invitation. Merci beaucoup à Olivier d'avoir permis la rencontre ce soir. Pour moi, il y a peut-être deux éléments dans votre question. Mon rapport à la philosophie, je ne le conçois jamais comme un rapport abstrait, mais comme quelque chose de vital qui engage celui qui pense et celui qui pense avec d'autres personnes qui pensent là où elles sont. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire une philosophie sur la pauvreté, mais une philosophie avec les personnes pauvres, de ne pas philosopher dans le dos des personnes. Et pourquoi est-ce que la pauvreté s'est, pour moi, emparée, est devenue un objet philosophique? Tout simplement parce que je pense que ce qui est à l'origine de la philosophie, c'est une perception, un affect. Michel Foucault disait à propos des prisons, je perçois l'intolérable. Et c'est sans doute cette dimension de l'intolérable qui donne l'origine de la réflexion. La réflexion, elle est là pour transformer le réel. Il ne s'agit pas simplement de l'interpréter, comme dirait Marx, justement, mais de le transformer. Et le transformer, c'est précisément aller là où les lieux du scandale social sont à vif, à fleur de peau, comme je suis allé sur des lieux où la question de l'hospitalité faisait particulièrement défaut, dans des camps, dans des centres de rétention, etc. Il me semblait évident de devoir contribuer à essayer de transformer le monde en réfléchissant avec celles et ceux que j'appelle les éprouvés, pour ne pas les appeler, pour ne pas les catégoriser comme des pauvres, car qu'est-ce qu'une pauvre vie? Précisément, c'est d'abord une désignation, c'est d'abord une manière de coller une étiquette sur quelqu'un en lui disant « toi, tu es ainsi ». Et ce qui m'a intéressé et qui m'intéresse toujours dans l'aventure d'ATD, dont le ATD Quart Monde, dont le sigle désigne « aide à toute détresse », montre un élément très intéressant qui est que la pauvreté est au fond une affaire qui affecte la totalité d'une existence. Et dans l'enquête que j'ai pu mener avec ATD Quart Monde, en m'aidant en particulier de toutes les archives que j'ai exhumées à Baillé en France, c'est-à-dire dans la périphérie de Paris. C'est sans doute pas un hasard si les grandes bibliothèques du centre-ville sont les bibliothèques des illustres et que les grandes bibliothèques des périphéries sont les bibliothèques des vies entre guillemets anonymes, celles qui n'ont pas droit au savoir des illustres, justement. Ce que j'ai pu exhumer, c'est une lutte vraiment invisible mais persistante contre la pauvreté, et aussi un diagnostic fait par les plus démunis, entre guillemets, sur les raisons de la pauvreté. Et c'est pourquoi le sous-titre, j'y tiens beaucoup, pour une histoire politique de la pauvreté, parce qu'il ne s'agit pas, pour moi, de montrer comment une société produit l'institution du soin social, de la solidarité, en intégrant en quelque sorte la personne désignée pauvre dans des réseaux de soutien et de soins sociaux par ailleurs indispensables. Il s'agissait plutôt de voir ce que pensaient les plus, entre guillemets, pauvres, des conditions faites à leur vie, et de montrer en quoi cette pensée organise une critique sociale en acte de ce qui est fait dans une société et de ce qui peut par là même être défait. C'est ce travail avec et non pas sur qui pour moi est la raison d'être de ma pratique de la philosophie. C'est cela que j'ai essayé de mettre en avant dans ce travail sur la pauvreté. D'ailleurs, Bénédicte Bonzi, vous aussi, vous dites, vous observez dans votre livre que dans notre société, ceux qui ont faim sont invisibles. Et ce que j'observe et ce que j'essaye de décrire aussi et qui m'est apparu, c'est qu'ils deviennent de moins en moins visibles
et ils sont invisibilisés. On peut prendre pour exemple la question des papiers et de l'identité. Et finalement, pour pas mal de personnes qu'on rencontre, ces papiers vont être volés, vont disparaître. Et petit à petit, en fait, le non-droit, le non-recours à ses propres droits, il devient une norme. Et on ne peut plus faire appel à rien parce qu'on n'a pas le justificatif pour pouvoir avoir la reconnaissance nécessaire. Donc on est vraiment dans ces dispositifs qui font que, en fait, on n'a plus la place d'exister en tant qu'individu, en tant que personne, par rapport à toutes les exigences qu'il faudrait avoir. Et l'autre exemple parlant, c'est l'adresse. Il faut avoir une adresse pour pouvoir prétendre à tout un tas d'autres choses. Et donc la domiciliation est un enjeu important que font beaucoup d'associations pour permettre aux personnes d'arriver petit à petit à remonter quelques marches. Et pour ces personnes, remonter quelques marches, c'est aussi prendre un risque énorme, le risque de retomber. Et ça, elles le disent. Et finalement, on s'économise de chute, donc on va rester dans ce monde invisible. Et moi, c'est vrai que sur beaucoup de moments de traversée, j'ai eu ce sentiment en fait de passer de l'autre côté, d'avoir une frontière à traverser pour rencontrer les autres. Et toutes les règles qui étaient celles de mon quotidien, en fait, elles changeaient. Et ça, c'est important aussi. Et je pense qu'on peut le ressentir quand on se balade dans le métro, dans la rue, et qu'on va arriver sur le terrain, le territoire de personnes qui vivent à la rue. On contourne, on enjambe, on est gêné. On ressent en fait quelque chose de l'ordre du territoire, de la frontière, de l'autre monde. Et on n'ose pas y pénétrer et on n'a pas les codes, en effet. Et donc, voilà, c'est très visible. C'est sous nos yeux et en même temps, il y a toute cette invisibilisation en tant qu'individu et cette idée que ce serait autre chose, d'autres personnes qu'on va moins nommer, moins reconnaître. Et d'où l'importance de les faire exister vraiment par rapport à toute la consistance qu'elles ont et tous les droits qu'elles devraient avoir comme n'importe qui. Oui, peut-être pour aller dans la même direction. On pense généralement que nos perceptions nous donnent un accès naturel au monde, que nous voyons parce que nous avons des yeux pour voir, que nous entendons parce que nous avons une structure auditive qui nous permet d'entendre. Mais en réalité, nous voyons aussi ce que, d'une certaine manière, les cadres sociaux de la perception nous permettent de voir. Et donc, il y a des frontières permanentes dans l'organisation de la visibilité. Il n'y a rien de plus construit que la visibilité, que l'audibilité. Effectivement, comment se fait-il que nous puissions, alors que nous voyons une personne à la rue, ne pas la voir ? Qu'est-ce que c'est que invisibiliser quelqu'un qui est pourtant présent ? C'est finalement l'éloigner de son propre espace. On a toutes et tous fait l'expérience que rien n'est plus violent que de ne pas être perçu alors qu'on est dans le même espace. C'est une sorte de mort existentielle et sociale terrible que lorsqu'on a le sentiment qu'on voit, qu'on ne nous voit pas, qu'on voit à travers nous, qu'on nous traverse. Et c'est le théoricien de l'école de Francfort, Axel Honneth, qui disait c'est le signe du plus grand mépris social que d'invisibiliser quelqu'un, c'est-à-dire de refuser de le voir et même de lui signifier qu'on refuse de le voir alors qu'on pourrait le voir. Et c'est pourquoi, effectivement, ces frontières des espaces sont constitutives de la violence sociale. La violence sociale qui rend possible la violence alimentaire dont tu as parlé à l'instant, elle s'organise déjà à l'intérieur de cadres sociaux, de perceptions que nous incorporons quotidiennement et qui performent d'une certaine façon les grandeurs sociales du monde, ce que nous, les uns et les autres, imaginent à tort comme étant les grandeurs du monde. Comment se fait-il, par exemple, c'est un exemple que je donne de temps en temps, comment se fait-il que nous accréditons l'existence de quelqu'un que nous ne voyons pas nécessairement en raison de son importance sociale? Si je suis dans une salle d'attente d'un médecin et que quelqu'un me dit « c'est à vous maintenant », en général c'est une personne, plutôt une femme, une secrétaire qui va dire « c'est à vous maintenant », j'ai déjà accrédité l'existence du médecin alors que je ne l'ai pas encore vu. Alors que, précisément,
il y a des personnes que je vois et que je n'accrédite pas dans le champ de la perception. On voit bien que l'existence perceptive, elle fait et défait les existences, elle humanise et déshumanise les vies. C'est pour ça que la notion d'humain, rien n'est moins évident que la notion d'humain. Il y a des vies humaines qui ne sont pas totalement appréhendées comme des vies pleinement humaines, parce qu'elles ne sont pas perçues comme des vies pleinement humaines, parce que leur potentiel de narration, de réflexion, de rêverie, de critique n'est tout simplement effacé de nos structures mentales. Et c'est là où je pense que le travail critique doit porter. Le travail critique doit porter sur ces formes de déshumanisation. Et enfin, effectivement, vous avez parlé très justement de l'adresse. Et je voudrais revenir sur cet élément-là qui est fondamental. Plus on est exclu d'une certaine manière, et moins la relation à l'adresse est évidente. Et plus, du coup, la raison sociale qui fait corps avec l'adresse est perdue. Nous qui avons une adresse, nous pouvons la transmettre à quelqu'un d'autre. Nous pouvons dire ce soir tu viens chez moi, etc. L'adresse est plus qu'une raison, qu'une certification de l'endroit où on vit. C'est aussi, on le sait très bien depuis Proust, etc., que c'est aussi une raison sociale. La raison spatiale est une raison sociale. Et plus on perd ses adresses, et plus on s'inscrit effectivement, comme tu l'as dit très justement, dans des dispositifs, dans les labyrinthes des dispositifs, où il s'agit de cliquer sur des sites pour essayer de s'en sortir. Et d'une certaine manière, ce sont les dispositifs d'un côté contre les adresses de l'autre côté. Mais justement, dans ces cadres, dans ces dispositifs à l'inverse, par exemple ce dispositif qui est celui du don alimentaire, le fait de devoir recevoir pour survivre, qu'est-ce que ça produit aux personnes en situation de pauvreté, Bénédicte Bonzi ? Ça peut produire beaucoup de choses. Le don, c'est, en tout cas en tant qu'anthropologue, pour moi, c'est un phénomène complexe, c'est un fait social total, et il est composé de différents moments. Il y a le premier qui me semble vraiment important, c'est celui de la demande. La demande de la plupart des personnes qu'on va rencontrer au cours d'une maraude alimentaire ou d'autres, elle n'est pas en fait d'être nourrie chaque soir avec les produits de l'aide alimentaire ou une personne qui vient dans un centre de distribution. Elle est de retrouver un accès digne à l'alimentation. Et donc, à cette première demande, on répond autre chose. Donc évidemment, quand on formule une demande et que la chose donnée est autre chose, eh bien ça a un impact. Dans ces différents moments du don, donc il y a le fait de donner, de recevoir et celui de rendre. Et là, je vais m'attacher à un point qui me paraît essentiel et qui me paraît clé dans la manière dont est en train de se construire en fait le système de l'aide alimentaire. C'est que dans ces choses données, on a un jour, précisément en 2016, avec la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, on s'est dit que, quand je dis on peut nommer, Guillaume Garot et d'autres se sont dit que pour lutter contre le gaspillage alimentaire, eh bien, on allait pouvoir donner cette nourriture aux associations de l'aide alimentaire en échange d'une défiscalisation. Et au moment où les choses sont pensées comme ça, il y a quand même une réflexion politique à avoir. Dans quelle société on est quand le produit qui avait perdu toute sa valeur et qui était destiné à la poubelle arrive dans l'assiette des plus pauvres? Qu'est-ce qu'on est en train de renvoyer comme message? Qu'est-ce que ça va faire au corps de l'autre? Moi, je l'ai découvert dans mon terrain, ce que ça fait au corps de l'autre. Il y a certaines personnes qui ne disent rien, qui rentrent chez elles et qui nous confient après, moi, quand je rentre chez moi, je déballe tout ce que j'ai eu dans la distribution, je regarde les dates et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le donne ou je le donne pas à mes enfants? Ils vont être malades ou ils vont pas être malades? Il va y avoir ce jeune homme qui, lui, par contre, va revenir avec un paquet de gâteaux, le jeter violemment sur le lieu de distribution et dire « Pourquoi tu nous donnes ça? Tu nous prends pour des chiens ou quoi? Ça fait 3 mois que tu nous donnes des gâteaux périmés. » Lui, je ne suis pas trop inquiète pour lui parce qu'il ne fait pas corps avec cette nourriture-là. Il prend de la distance, il se protège, en fait, et il est capable de me renvoyer ce qui, politiquement, est inacceptable, en fait, de considérer que pour lui, quelque chose qui n'est plus bon pour les autres, peut lui être donné.
Parce que dans le don, mon don, je vais le charger de manière symbolique. Et c'est bien la force du don, contrairement à quelque chose que j'achète. Si j'achète un produit voilà, d'une certaine qualité, je fais ce choix-là pour des raisons précises. Mais là, on me le donne. Et donc, on me donne quelque chose en le chargeant d'un message. Le don, il permet parfois, grâce à la valeur symbolique et grâce à l'extrême générosité des bénévoles, de rétablir en fait des produits qui sont bof, en effet périmés, très jolis, et de leur donner en fait autre chose et de faire circuler de la justice grâce à ça. Mais il y a aussi cet effet un peu maléfique dans le don de le charger d'autre chose, notamment quand la personne ne peut plus rendre. Et là, j'en reviens au petit mot que j'ai glissé, qui est la défiscalisation. À partir du moment où le supermarché qui a fait son don a reçu un retour de l'État, donc une contrepartie de défiscalisation, on n'a plus d'attente par rapport à celui qui reçoit. Il est vraiment considéré comme la variable d'ajustement d'un système qui surproduit. On ne va pas le réinterroger, on ne va pas réduire le gaspillage alimentaire avec une telle pratique. Au contraire, on est en train de créer un nouveau marché. Je vous ai parlé de la demande, mais pourtant personne n'avait, alors on ne le sait pas, mais on va dire, on n'avait pas de demande des supermarchés de dire, ah ben nous on aimerait bien créer un nouveau marché sur ces produits. Il y a un marché du don alimentaire. Moi je dis qu'il y a un marché immoral de la faim. Alors ça ne représente pas la totalité des dons alimentaires, c'est à peu près 25% qui est issu en fait de cette économie liée au gaspillage alimentaire. Mais oui, on a créé des start-up qui vivent du gaspillage alimentaire, qui sont venus en concurrence aux dons des associations, qui sont du coup venus retirer les meilleurs produits qui arrivaient aux associations parce qu'eux, ils savent mieux faire le business, et que donc on a eu au niveau des associations, avec la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, une baisse des denrées de bonne qualité, et puis une mise en compétition, puisque autre chose, cette loi, elle s'est accompagnée de conventions de dons. Et pourtant, normalement, un don, c'est l'absence de contrat. Et là, on a bien un contrat qui va lier les supermarchés aux personnes qui viennent, aux structures d'aide alimentaire qui viennent récupérer les produits. Et si elles ne viennent pas, ils vont changer d'organisation. Donc, ça a mis un peu tout le monde en tension. Il y a eu, moi, au début de mon terrain, tout ça, c'était un peu en tabou. On n'osait pas dire que ça n'allait pas parce qu'on avait peur de perdre les choses qui étaient données. Et ça, il faut vraiment l'entendre et le comprendre. C'est difficile, en fait, de cracher dans la soupe parce que, en effet, on est dans cette situation où on contient une violence et on est bien conscient que si on ne la contient pas, elle va exploser. Et souvent, elle explose en premier lieu au visage des bénévoles. Et on l'a vu, ces derniers temps, il y a eu une explosion des faits de violence au sein des structures de l'aide alimentaire, des vols qui ont lieu au niveau des centres de distribution d'aide alimentaire. Ça va être le premier lieu où on va avoir ces explosions de violence. Vos récits à tous les deux sont structurés autour de cette figure, celle du pauvre. Finalement, ce qui se joue, c'est ce que vous nous expliquez, Guillaume Leblanc, c'est une guerre invisible, silencieuse, peut-être inconsciente, du riche contre le pauvre. Mais dans tout ça, il y a aussi quelque chose que vous développez, c'est à savoir qu'il y a un savoir du pauvre. Vous vous dites qu'il y a un savoir des pauvres qui se développe, qui n'est jamais convoqué, qu'on ignore. Tout est fait pour empêcher ce savoir de circuler. Il existe une expertise des pauvres, et même des très pauvres. Oui, il y a un double élément en fait qui fonctionne. Je pense véritablement que quand on regarde l'histoire des cultures, des récits, etc., surtout dans nos sociétés capitalistes puis néolibérales, cette guerre des riches et des pauvres a toujours fonctionné. Marx la reconnaît au XIXe siècle comme constitutive de la naissance du capitalisme. C'est même ainsi qu'il débute son manifeste du Parti communiste. Mais avant lui, déjà, les historiens français, y compris les historiens entre guillemets de droite, disent et redisent que il y a une guerre sociale larvée, etc. Et en fait, cette guerre sociale, elle a toujours fonctionné. Et je crois que c'est vraiment penser à l'envers que de se dire que nous vivons dans une société pacifiée, de la bonne entente, de la communication, du consensus, car il suffit effectivement de
penser à quelques chiffres, tout simplement, pour se rendre compte que les rapports sociaux sont des rapports d'exploitation, de domination et de classe. Je prends juste un exemple qui montre d'ailleurs que le problème est maintenant devenu, du fait du capitalisme, largement transnational. Quand on pense qu'au salaire de quelqu'un qui travaille à la récolte du thé en Inde et qui a un salaire environ de 500 € annuels, il lui faudrait pour atteindre, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, il lui faudrait pour atteindre le salaire d'une journée du PDG de Carrefour qui l'embauche, il lui faudrait 64 ans de son travail. Donc, une journée, 64 ans. C'est un écart absolument colossal quand on pense aux différences de revenus à l'intérieur des pays entre des patrons d'entreprise et des salariés de leur même entreprise. Cet écart est de moyenne de 250 aux États-Unis, de plus de 150 en France, de 80 au Japon, de 60 au Danemark. La question des écarts montre que la guerre sociale est présente. Et la minorée, c'est vraiment penser à côté de la plaque. Ce récit, finalement, c'est le récit de la lutte des classes. Et c'est pourquoi vous écrivez que cette lutte des classes, elle est aussi cette lutte des existences minorisées. Exactement, parce que précisément, elle se redouble en plus, cette lutte des classes, en lutte des récits interprétant le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est sans doute pas un hasard si depuis les premières histoires grecques et romaines jusqu'à encore récemment, les récits étaient toujours les récits des illustres et les pauvres font effraction dans les récits presque à leur insu, c'est-à-dire ils sont présents comme une sorte de vermine, de populace qui ne sait pas penser, qui ne sait pas lire, qui passe son temps à voler éventuellement. Et il faut attendre, au fond, presque le 19e siècle pour que le misérable, comme dirait Victor Hugo, acquiert une consistance. Et ce que je trouve très beau, c'est que lorsque, précisément, la littérature, avec ses ambiguïtés propres, va redonner une certaine consistance à la figure du misérable, comme le fera Victor Hugo, par exemple, il va le faire sur la base de la consistance, justement, d'un savoir propre au misérable, d'une expérience dont il est porteur. Et c'est ainsi que, par exemple, dans Les Misérables, Victor Hugo a un passage absolument magnifique. Si je peux juste le retrouver, j'essaye de vous le lire, sinon tant pis. Voilà, c'est ça. Il dit à propos de Fantine qui vit à la rue, qui est recueillie par une vieille femme, il va tout de suite percevoir cette expertise de la pauvreté. Il dit ceci: cependant, une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir lui enseigna l'art de vivre dans la misère. Derrière vivre peu, il y a vivre de rien. Ce sont deux chambres. La première est obscure, la seconde est noire. Fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver, comment on renonce à un oiseau qui vous mange 1 liard de millet tous les 2 jours, comment on fait de son jupon sa couverture et de sa couverture son jupon, comment on ménage sa chandelle en prenant son repas à la lumière de la fenêtre d'en face. On ne sait pas tous que certains êtres faibles qui ont vieilli dans le dénuement et l'honnêteté savent tirer d'un sou. Cela finit par être un talent. Fantine acquit ce sublime talent et reprit un peu de courage. Victor Hugo, contrairement à beaucoup d'écrivains, contrairement à Dickens qui moralise la question de la pauvreté, contrairement à Zola qui la détermine et en fait une question d'hérédité, Victor Hugo sent qu'il y a précisément un savoir de la pauvreté porté par les plus pauvres. Il se trouve que ce savoir des conditions de la vie pauvre est lui-même effacé parce qu'il n'est pas en position, justement, de pouvoir. Et on a un décrochage entre le savoir des uns et l'impouvoir de ces personnes qui ne peuvent pas imposer ce savoir. J'ai été très frappé que c'est d'ailleurs cette expertise des vies dites démunies qui a tenté de percer lors d'un très intéressant rapport fait par ATD Carmande au moment des soulèvements des Gilets jaunes, où ils ont essayé de porter
au public le fait qu'il y avait quantité d'expertise qui était portée par les plus exclus et qui était tout simplement effacée, expertise qui voulait entrer dans les contributions des débats et des cahiers de doléances portés par les Gilets jaunes. Et là encore, on voit très bien comment la violence symbolique, c'est de remettre à sa place une vie pauvre en la transformant aussitôt en pauvre vie. C'est cette espèce d'équivalence implicite, vie pauvre égale pauvre vie, qui est portée justement constamment et qui s'oppose et qui fait violence au vécu justement des plus pauvres. Et c'est ça que j'ai essayé de dévoiler en montrant les ressources critiques, politiques, de ces vies dites démunies, en particulier par rapport à ce qui s'impose de plus en plus comme une nécessité de sobriété. Oui, ça me donne envie de réagir, notamment en nommant la force de l'inversion de la faute. Et ça, je trouve que voilà, le gouvernement actuel, mais même ceux qui l'ont précédé, en usent et en abusent. On va sans cesse charger l'autre d'une faute qu'il n'a absolument pas commise et qui l'empêche d'être considéré. Donc on va demander à la personne de traverser la rue pour chercher du travail, c'est une chose. Mais sur les questions alimentaires, on va par exemple des fois conditionner l'aide à des cours de cuisine en présupposant que les personnes qui ont des difficultés à se nourrir ont des problèmes de santé parce qu'elles ne savent pas cuisiner. Ce présupposé, il est chargé de bien-pensance, mais en fait, c'est d'une violence inouïe et qui est très bien rapportée, notamment par les personnes d'ATD qui viennent dire non, mais on les voit là, ces petites assistantes sociales, elles viennent nous donner des leçons de cuisine. Je suis persuadée qu'elles rentrent chez elles se font réchauffer un plat surgelé et elles nous disent comment on doit faire alors qu'elles ne savent pas allumer la cuisine. Et en fin de compte, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte que on ne va pas chercher à répondre à la cause qui est extrêmement politique, où on aurait une toute autre réponse. Et on va inventer un récit et gaspiller de l'argent public avec des initiatives qui font du bien à ceux qui vont donner les cours de cuisine, mais qui font absolument pas de bien aux personnes qui les reçoivent. Alors il y a des temps autour de la cuisine qui sont extrêmement riches, qui ne sont pas faits pour dire à l'autre comment il doit faire, mais qui sont là pour une mise en partage de savoir, où là on parle de la compétence des personnes, et ça n'a absolument rien à voir. Mais là, ce que j'essayais de vous restituer, c'était vraiment ce cours imposé qui vient dire aussi aux personnes, si tu ne vas pas à ce cours de cuisine-là, attention, peut-être que ça veut dire que tu n'as pas vraiment besoin des produits qu'on te donne, donc on ne te les donnera plus. Donc c'est vraiment aussi une aide qui est conditionnelle et conditionnée à une espèce d'attente aussi de l'autre, et qui, dans ce cas de figure un peu répétitif d'inversion de la faute, fait que la personne, elle va difficilement exprimer ce qu'elle a à exprimer. Plutôt exprimer ce qu'elle pense qu'elle doit nous exprimer. Et du coup, c'est un petit peu difficile aussi de construire et de faire avec ces mots. Moi, j'ai pu le voir dans l'enquête, en fin de compte. Si on se met en position de faire un questionnaire, il ne va rien avoir d'intéressant dans le questionnaire. En gros, ils se disent, alors, la dame, qu'est-ce qu'elle veut que je lui raconte? Et ils essayent de me le raconter le mieux possible. Absolument pas ce qui peut être intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand j'accompagne une personne pendant la distribution, que parce qu'on m'impose du fait du manque d'œufs ou d'autres produits, de dire non à telle personne qui devrait... Alors, je vais essayer de vous raconter un peu comment ça marche, une distribution alimentaire. En tout cas pour les centres que j'ai ethnographiés. Les personnes, elles vont avoir une carte qui va leur attribuer un nombre de points. Et ce nombre de points fait qu'elles vont devoir, et je dis plutôt devoir qu'avoir droit à, prendre tant de protéines, tant de parts de légumes, tant de parts de dessert, etc. Et elles vont comme ça faire un petit tour et on va les servir.
Elles ne choisissent pas vraiment parce que finalement on les sert. Et on va contrôler à chaque fois un équilibre alimentaire global sur le mois qui ne prend absolument pas en compte les besoins physiques des personnes qui peuvent avoir des régimes particuliers. Mais là encore, c'est pas de la faute de l'aide alimentaire. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement dans des gros centres. Et donc ils vont se servir et on va, par exemple, si c'est une composition d'une petite famille, on va avoir certains produits dédiés, mais certains produits qui sont en trop grand nombre, donc on ne pourra pas leur donner. Et là, je me retrouve un jour avec une jeune femme qui commence à venir dans les distributions alimentaires et pour qui on passe dans les rayons et elle va avoir envie. Elle me demande par exemple des œufs. Et là, c'est des boîtes de 12 œufs. Et je dois lui répondre « Ah ben non, ça c'est pour les grandes familles. » Alors elle souffle. Et elle me demande après, en fait, d'autres produits. Et à chaque fois, je dis « Ah ben non, mais ça, c'est pour les personnes qui mangent pas de viande. » Et en fin de compte, à toutes ces demandes, je lui dis non. Et je me dis « Mais c'est atroce. » En fait, elle a rien dans son sac. Et c'est là que j'ai le vrai discours de la personne. C'est qu'en fait, je le sens, la tension monte. Elle a envie d'exploser. Et elle aurait raison de l'exploser, elle ne le fait pas. Et ce que je fais ce jour-là, c'est que je lui dis, mais en fait, c'est n'importe quoi, je vous comprends, quoi. Et finalement, petit à petit, beaucoup de bénévoles, en fait, bricolent. Et on fait attention que ceux qui contrôlent le bénévole pour qu'il ne donne pas ce qu'il ne doit pas donner, tournent la tête ailleurs pour arriver à faire, dire oui. Là où finalement, même en tant que bénévole, des fois, on nous demande de dire non et d'appliquer certaines règles qui ne correspondent pas à la chose qu'on est venu faire. Et dans le message qui a été porté par les Restos du Cœur, je pense que la chose très très importante qui se passe, c'est que des bénévoles, des personnes pas payées pour faire une mission pour laquelle l'État ne donne pas les moyens, sont aujourd'hui obligés de dire non alors qu'ils se sont engagés pour dire oui. Et ça, c'est aussi d'une brutalité. Ouais. Oui, je voulais rebondir également sur ce point parce que de mon point de vue, justement, tu le montres très bien dans ton livre, la première dimension en particulier. Il y a une double violence politique qui est à l'œuvre dans le rapport à la faim. D'une part, comment accepter que dans un pays de prospérité, d'abondance, il puisse y avoir des personnes qui sont retirées de cette abondance, de cette prospérité, et qui finissent par justement avoir faim. Comment accepter cela alors que les conditions de production sont ce qu'elles sont et qu'elles devraient théoriquement être à peu près équitablement distribuées. Ça, c'est le premier point. Mais il y a une seconde violence politique qui se reconstitue au moment du don. Et ça m'a frappé moi aussi quand j'étais intervenu de façon assez active parce que j'avais accompagné, quand j'habitais à Bordeaux, l'épicerie solidaire du quartier Saint-Michel, en essayant de réfléchir avec les personnes qui s'occupaient de cette épicerie. Ce qui m'avait frappé, c'est de voir comment on construit très souvent des attendus sur la faim des plus pauvres. Des attendus qui sont tel taux de protéines, telle alimentation. Et donc je me souviens qu'il y avait eu toute une discussion sur le fait de se demander si on pouvait intégrer du Coca-Cola dans l'épicerie solidaire parce que ce n'était pas vraiment bon à la santé. La capacité de manger des aliments mauvais à la santé, entre guillemets, est en réalité un interdit qui est très souvent posé sur les plus pauvres, qui sont du coup attachés à une place où ils doivent répondre aux besoins de la faim très particulière. Et c'est là où on ne peut s'empêcher, de façon philosophique, à avoir une interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'un besoin humain primordial. Certes, la faim est un besoin humain primordial. D'ailleurs, c'était à la nuit des solidarités, quand on interrogeait les personnes, 30% des personnes interrogées disaient « Nous, ce dont nous avons envie, c'est d'un repas chaud ». Et précisément, c'est très intéressant, un repas chaud qui est pris avec d'autres personnes. La chaleur, le besoin de chaleur est un besoin humain primordial. Le besoin de partage est un besoin humain primordial. De telle sorte que, en pensant ce besoin vital premier, qui est le fait de manger à sa faim, on se rend compte qu'en réalité, ce besoin
qui est d'un certain côté le plus archaïque, le plus premier, le plus primitif, se retrouve être aussi un besoin extrêmement élaboré, extrêmement complexe, extrêmement social, qui dépend d'un sens de la relation aux autres, d'une sociabilité, d'un lieu, et c'est toute cette construction de la totalité de ce qui fait un besoin qui permet de dire qu'une vie est une vie pleinement humaine. Une vie est pleinement humaine quand, au fond, le besoin qui se réalise, le besoin de manger à sa faim, permet de se relier à d'autres besoins fondamentaux et de proche en proche offre la possibilité justement d'une certaine réalisation de soi. Et c'est cela qui est véritablement terrible dans l'exclusion et qui affecte évidemment en premier chef les personnes qui ont faim, c'est le fait d'être séparé de la place des autres. Je voudrais juste, ça sera le dernier texte que je lirai, mais je voudrais juste lire le texte d'un philosophe socialiste anglais des années 1920, qui était un proche qui était un copain justement d'Orwell, qui faisait partie de tout ce socialisme britannique des années 20 et 30, et Peter Tony, qui disait ceci, et je trouve que c'est vraiment, malheureusement, c'est d'une actualité encore terrible. Ce qui est insupportable n'est pas qu'un homme puisse gagner plus qu'un autre, car là où un même environnement, une éducation commune et des formes de vie partagées ont créé une atmosphère de respect et de considération, ces détails comptables peuvent être oubliés ou ignorés. Ce qu'il est, c'est que certaines classes puissent être exclues des bénéfices de la civilisation dont d'autres profitent, et que le sens de l'appartenance à une même humanité, qui est la question décisive, soit remise en cause par des écarts de situation économique. Je trouve qu'on en est encore là aujourd'hui. On est encore dans cette séparation d'une classe qui, justement, ne perçoit plus qu'elle appartient encore à une communauté d'humains parce qu'elle est séparée par des considérations économiques. Et c'est là où, justement, cette réflexion, elle est vraiment très concrète. Elle prend son origine dans qu'est-ce que c'est que réaliser une vie pleinement humaine ? Quels sont nos besoins fondamentaux ? Oui, ça me donne envie de partager avec vous un moment fort. En fait, c'était pendant un café d'échange avec des personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire. Et on faisait une forme de débat mouvant pour arriver à établir une critique de l'aide alimentaire sans avoir à leur dire « allez critiquer l'aide alimentaire ». Et donc, on pose la question de voilà, est-ce que vous avez honte est-ce que vous avez un sentiment de honte d'aller à l'aide alimentaire ? Et beaucoup de personnes se mettent du côté du oui. Et il y en a une qui reste de l'autre côté et qui les regarde et qui leur dit « hé, moi, j'ai rien fait de mal ». Et c'était fort, et avec cette phrase, son sourire, sa détermination, elle a fait changer en fait tout un tas de personnes de côté de la pièce. Et c'était important en fait de se dire, en fait, j'appartiens toujours à cette société-là. Et un jour, ça va changer. Et elle avait en fait cette puissance-là. Et ce qui était important dans ce temps d'échange-là, c'est finalement ce qu'ils arrivaient à se dire entre eux, qu'on n'aurait pas pu arriver à toucher du doigt, et cette force en fait de pouvoir dire on n'a rien fait de mal, on connaît cette galère là, et peut-être que ceux qui aujourd'hui nous regardent comme ça la connaîtront demain. Et c'est extrêmement important aussi on ne peut pas vraiment se mettre à la place de l'autre tant qu'on n'a pas connu la situation. Moi, c'est bien toute la limite de mon terrain et de mon étude. J'ai pas vécu à la rue, j'ai pas été dans cette détresse-là. Ma colère, elle est venue d'ailleurs, d'y être confrontée autrement. Et par rapport à beaucoup de, finalement, tous ces mots où on peut dire finalement je le fais parce que ça peut m'arriver du jour au lendemain, je suis pas sûre en fait que ça arrive du jour au lendemain, et ça aussi, ça fait partie un peu des tabous ou des choses qu'on n'arrive pas à creuser. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi ça s'enlise ? Pourquoi on nomme pas en fait ces questions de manière plus politique pour arriver à transformer les choses ? Parce que par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a de la richesse à partager, et que là, sur la confiscation et ce à quoi on assiste, on se rassure simplement en se disant oui, je vais faire un peu parce que ça peut m'arriver demain. En réalité, quelle est cette construction qui fait que ces personnes-là, cette minorité-là, est arrivée dans cette situation-là et qu'on la maintient
Parce que finalement, l'accident, il peut arriver. Pourquoi on est maintenu dans cette situation de pauvreté ? L'engorgement des centres de distribution d'aide alimentaire, il vient nous dire que les personnes qui rentrent dans la file n'en sortent plus. Et ça aussi, c'est quand même un mot qui remet complètement en cause la politique alimentaire nationale en France, qui faisait la promesse en fait d'un accès économique digne. Et c'était ça, la loi de modernisation agricole de 2010 quand même, c'était dans le texte. Vous venez de dire qu'il y a de la richesse à partager, mais justement, c'est peut-être ça le cœur du sujet, c'est la question de la répartition des richesses. Bénédicte Bonzi, vous dites d'ailleurs que la nourriture, elle est au cœur des dominations sociales. Dans votre propos, vous montrez très bien comment tout cela est structurel et vous reliez les difficultés de l'aide alimentaire à celles de l'agriculture. Transformer l'aide alimentaire nécessite de transformer le système agricole et inversement, vous dites. Oui, et je pense qu'on fait trop peu le lien. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à faire une politique sociale, à faire une politique alimentaire. Jean-Claude Balbo, qui fait partie des auteurs de l'ouvrage « Reprendre la terre aux machines » de l'atelier paysan, dit souvent « Une politique pour les pauvres est une pauvre politique ». Et je trouve que cette phrase, elle est intéressante, elle est importante, il faut l'avoir en tête. Et en effet, la question en fait de celui qui produit notre alimentation, elle est souvent gommée. On nous fait croire en fait que l'alimentation doit coûter pas cher. Quand on dit que l'alimentation doit coûter pas cher, eh ben ça veut dire qu'on intériorise et qu'on accepte que des personnes qui travaillent à peu près 70 heures par semaine, depuis plusieurs années, voient leurs revenus baisser, sans travailler moins. Et ça, quand on y pense, ça me paraît complètement dingue, en fait. Qui d'entre nous accepterait de travailler autant, voire plus, et d'avoir, par des effets de marchés européens, internationaux, voir son revenu divisé et avoir comme seul recours de demander des aides européennes qui, globalement, sont soumises à l'hectare, à la surface. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à nos producteurs d'avoir de plus en plus d'espace à cultiver, pour pouvoir avoir de plus en plus d'aides, parce que leur revenu va venir d'une politique d'aide de la politique agricole commune, des aides PAC, mais ne va pas venir de leur production de denrées. Finalement, on leur demande plus ou moins de les vendre à perte, voire on leur demande carrément de les vendre à perte, sous couvert, là encore, de défiscalisation, puisque dans la loi de modernisation agricole, on va aussi, de 2010, on va aussi faire rentrer la question de l'aide alimentaire comme une débouchée pour le secteur agricole. Et quand on parlait en fait de la création d'un marché de la faim, l'aide alimentaire, si c'est un débouché pour eux, c'est aussi parce qu'on leur propose un prix au-dessous du prix du marché, mais en leur disant au moins ce sera mieux que rien. Et donc on est dans toutes ces choses un peu invisibilisées, un peu cachées, qui sont importantes à connaître pour pouvoir en fait mieux décider de notre alimentation et ne pas accepter ni des conditions de production qui sont indignes, ni en fait que pour la consommation alimentaire de tout un tas de personnes, eh bien d'autres choisissent pour elles, sous couvert qu'elles ont recours à l'aide alimentaire. Mais c'est tout le paradoxe, parce qu'on parle aujourd'hui de vie chère, on dit que justement se nourrir coûte trop cher, et en même temps on le voit, vous l'expliquez très bien, les agriculteurs sont affamés, on les appauvrit. Guillaume Leblanc, tout cela, quand vous entendez Bénédicte Bonzi citer, par exemple, reprendre la terre aux machines, ça fait un peu écho à cette phrase que vous avez dans votre livre, quand vous posez cette question, comment vivre pauvre dans un monde riche ? Oui, c'est tout le problème. Le problème, ce n'est peut-être pas celui de la vie pauvre, c'est peut-être celui du monde riche. Le problème, c'est précisément que nous avons placé l'alimentation dans un système d'enrichissement généralisé, c'est d'ailleurs même ce qui est expliqué par le rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, qui explique très bien dès 2020 que le système agricole mondial dans lequel nous sommes au fond a multiplié les ravages. Il a produit du gaspillage alimentaire. Il produit du gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale. Il produit de la maltraitance animale. Il produit l'augmentation des effets de gaz à effet de serre. Voilà. Il produit
des déplacements forcés de population à l'intérieur des pays, entre les pays. Il produit une violence dans l'exploitation du travailleur saisonnier. Bref, c'est tout ce système-là qui est à l'origine de la violence alimentaire dont tu parles depuis le départ. Et à quoi on peut opposer peut-être effectivement quelque chose qui serait peut-être une expérimentation de sobriété alimentaire comme un pas vers la souveraineté alimentaire sur laquelle plaide tout un ensemble aujourd'hui de mouvements alternatifs qui tentent justement d'opposer à cette violence alimentaire la souveraineté alimentaire. Mais cela implique, et c'est là où je voulais en venir, cela implique pour que ce soit concevable, parce que c'est déjà en un certain sens pratiqué ici ou là, et là aussi c'est invisibilisé. Mais cela implique pour que ce soit concevable qu'on accepte de considérer que c'est précisément la production d'une richesse démultipliée qui est l'origine du mal, beaucoup plus que le fait de vivre de façon sobre. J'ai en tête un exemple que j'ai toujours trouvé fascinant, qui est relaté par les deux économistes Banerjee et Esther Duflo dans Repenser la pauvreté. Ils évoquent un paysan marocain, Ben Sedan, qui vit dans un petit village dans l'Atlas et qui a 4 vaches, un âne et quelques oliviers. Et le principal organisme de microfinancement marocain propose à cet agriculteur de lui acheter 4 vaches supplémentaires pour paître dans son champ et lui permettre ensuite de les revendre et de s'enrichir. Et Ben Sedan répond que ce n'est pas possible parce que ces 4 vaches, son champ est trop petit pour les contenir. Elles n'auraient pas de quoi manger. À quoi le représentant de cette banque de microfinance explique qu'à cela ne tienne, avec l'argent qu'on va vous prêter, vous allez constituer une nouvelle étable, introduire 4 génisses dans cette étable, et puis ensuite, vous pourrez faire que d'ailleurs votre dernier fils, qui ne travaille pas beaucoup, s'en occupera, les revendra, et vous vous enrichirez. Et il a cette réponse exceptionnelle de mémoire, il dit « Mais moi, j'ai 4 vaches, un âne, quelques oliviers pour vendre des olives, cela suffit à notre famille. » Cela suffit à notre famille. Il a une lecture diamétralement opposé au présupposé d'enrichissement de ce représentant qui vient le voir et qui voudrait l'émanciper des conditions dans lesquelles il vit. Je veux dire par là que lui-même est porté par peut-être la beauté de son champ, qu'il ne veut pas voir trop faiblir par les vaches qui vont brouter dedans, par ses oliviers. Cet équilibre du monde, il est lié à une vision philosophique du monde qui s'oppose complètement à la vision de cet entrepreneur social qui, lui, dirait « mais tout le monde peut réussir, tout le monde peut s'enrichir ». Mais que faisons-nous des récits, justement, de celles et de ceux qui voient le monde autrement, de ceux qui aspirent à une sorte de sobriété dans le rapport au monde? Nous les effaçons, alors que pourtant ce sont ces récits que nous devrions aujourd'hui regarder de très près, quand on pense que, on le sait très bien, qu'un pays comme les États-Unis aujourd'hui dépense plus d'une planète, 3 en l'espace d'un an, alors qu'un pays comme l'Inde en dépense 0,7. Où se trouve donc la véritable valeur de justice dans le rapport au monde? Du côté de la richesse et de l'enrichissement permanent ou du côté d'un art de la sobriété? Justement, Bénédicte Bonzi, vous montrez aussi qu'il y a dans le monde agricole des personnes qui proposent aussi des solutions politiques qui vont aussi sur ce terrain structurel de réforme de ce monde pour pouvoir nourrir tout le monde, parce qu'on est quand même dans une situation de surabondance. C'est ça le paradoxe. Et que cette situation avec ce monde agricole, il l'affame, il provoque la faim. C'est cette surabondance, il y a de la surabondance et il y a la faim qui cohabitent ensemble.
Vous parlez notamment de ce projet, de cette solution politique qui serait la sécurité sociale alimentaire. Alors, du coup, oui, à la fin de mon à la fin de ma recherche, en 2019, est né le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, et notamment avec, à l'origine, pas mal d'acteurs du monde agricole. Alors, c'est vraiment un projet qui se propose en réaction à du solutionnisme, est vraiment un projet politique à part entière pour resocialiser l'alimentation, sortir l'alimentation du marché. Comment, en s'inspirant d'un modèle qui a marché, qui est la sécurité sociale de santé, tel qu'il a été imaginé après-guerre, et en se disant que si on a ces piliers forts qui sont le conventionnement, la cotisation et l'universalité, on va pouvoir se prémunir de ce nouveau risque qui nous touche tous et qui concerne l'alimentation. L'universalité, ça veut dire que cette situation en fait de honte, d'humiliation dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on a parlé en fait ensemble, eh bien ça n'existe plus, puisque l'idée, c'est de doter chaque habitant français, et je dis bien habitant, ça veut dire qu'on ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui a ses papiers, pas de papiers, etc. Chaque habitant français aurait droit à, au moment où on a pensé le projet, on parlait de 150 € par personne et par mois. Peut-être qu'avec l'inflation, il faut revoir cette somme à la hausse. Cette somme, elle était aussi liée aux travaux de Nicole Darmon sur combien on a besoin pour manger à peu près correctement, correctement dans le mois. Donc on était sur ces 150 €. Ensuite, le conventionnement, c'est un moyen de remettre de la démocratie dans l'alimentation, de se servir aussi de l'alimentation pour refaire démocratie, parce que notre démocratie, on le voit, chaque jour, on a l'impression qu'elle prend une nouvelle claque et que ça va un peu plus loin dans des choses où on pensait qu'on était allé arriver au bout. Donc voilà comment, là encore, on réfléchit collectivement, qu'est-ce qu'on va mettre sur une table commune. On disait, dans l'alimentation, c'est devenu un marqueur de classe, on ne partage plus du tout la même table. Et bien là, c'est l'occasion de se dire, tiens, si ce produit-là, on en porte la charge, on le prend en charge collectivement, comment on veut qu'il soit produit ? Comment on veut élever nos poulets? Comment on veut cultiver notre farine? Est-ce qu'on va mettre à fond de glyphosate sur nos blés? Ou est-ce que non, on se dit que si c'est notre responsabilité, on choisit de conventionner des produits qui ne vont pas compromettre les générations futures? Et c'est fou de le réfléchir comme ça et de se dire, tiens, si on mettait un peu de démocratie là-dedans, si on mettait un petit peu plus de société civile, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot ou d'autres, peut-être qu'on aurait l'arrêt des pesticides un peu plus vite que ce qu'on est en train de peiner à l'avoir avec tous les reculs qu'on connaît. Et puis, enfin, la cotisation. Et la cotisation, c'est quoi? C'est de se dire, tout ça, bien sûr, il va falloir le financer. J'ai peur à chaque fois, comme c'est, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, comme c'est des chiffres qui ne m'évoquent rien, quand je parle en milliards, je les note, parce que sinon, je dis des bêtises. Donc, il faudrait 120 milliards pour financer ce projet-là et doter chacun de 150 € par mois. Il faudrait certainement un peu plus, parce que dans ce projet politique, on pense aussi qu'il faut restaurer l'ensemble des structures et que ça ne doit pas être à la charge des producteurs d'investir pour transformer et cultiver autrement. Tout comme en 1945, quand on a pensé la sécurité sociale de santé, on s'est donné les moyens de construire les CHU, et là, il faut se redonner les moyens, en fait, de se réapproprier aussi comment on produit, comment on transforme, comment on vend, pour que tout ça je dis nous, mais oui, disons-nous, soyons positifs, projetons-nous dans ce monde-là, ça nous appartienne parce qu'avec notre travail, on investit là-dedans. On investit dans le fait de se dire, grâce à l'alimentation, on transforme les paysages qu'on connaît, on permet en fait que toutes ces... Alors aujourd'hui, on vend, il y a tout un business autour de la ruralité, il faut réenchanter le monde rural, il faut y retourner. Alors peut-être que plus simplement, on peut juste redonner un rôle à la campagne de nourrir et se dire que ce rôle-là, il est important,
qu'on doit pas en parler de manière péjorative et qu'on doit encore avoir beaucoup de reconnaissance pour ceux qui arrivent à produire de notre alimentation. Et quand on pense ce projet, attention, on ne le pense pas pour un syndicat minoritaire qui serait la Confédération paysanne contre un syndicat majoritaire. On le pense avec tout le monde paysan. Pour arriver à nourrir correctement la population en France, il nous faudrait aujourd'hui plus d'1 million de personnes qui cultivent la terre. On a aujourd'hui difficilement 300 000 paysans. Donc vous voyez en fait que finalement on a tout un projet collectif à réimaginer. Est-ce qu'il faut se dire que celui qui cultivera, il sera que paysan ou en fin de compte on pourrait avoir différentes activités et cultiver tous? Eh bien tout ça je ne le sais pas. Et c'est toute la beauté de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que tout reste à imaginer et à créer ensemble et collectivement. Donc moi j'aime à croire en fait que ce projet il fait partie d'un imaginaire positif qui pourrait devenir réel si on arrête de se situer en fait comme on le fait beaucoup trop souvent comme dans un camp perdant. Mais que là, pour une fois, on sait faire, on sait comment faire, ça coûte beaucoup moins cher que tout le gaspillage auquel on assiste et on doit pouvoir aujourd'hui s'unir et se réunir sur un tel projet politique. Je vois, tout est signe, mais je finis là-dessus parce que je m'emporte et que pour moi c'est très important de le dire dans la période que nous vivons. Ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet de paix et de justice. Je vous ai parlé de pacification et je pèse mes mots. Cette pacification, moi j'en ai marre en fait. Elle ne correspond pas à la société dans laquelle j'ai envie de faire grandir mes enfants. J'ai envie en fait qu'ils puissent comprendre que faire la paix, c'est pas asseoir une soi-disant paix du dominant avec des conditions, mais que c'est bien quelque chose qu'on construit collectivement en s'assurant que plus personne ne souffre ou ne puisse souffrir. Et c'est bien en fait cette projection-là qu'on met et qu'on restaure en se disant que oui, l'alimentation qui nous réunit, qui nous rassemble plusieurs fois par jour, elle peut permettre ça. Juste pour rajouter un clou à cela, je pense que la sécurité sociale d'alimentation doit s'inscrire dans une refonte de la sécurité sociale tout court. Et ça, c'est vraiment très important. Quand la sécurité sociale a été créée par Pierre Laroque, c'était une sécurité sociale totale qui incluait la santé comme élément de bien-être complet. On a oublié cela, on a réduit à la question du travail, la question de la sécurité sociale. Ce n'était pas la philosophie de la sécurité sociale à l'origine. Donc moi je pense que ça, vraiment, j'approuve et il faut militer dans ce sens, mais à la condition de réinscrire la sécurité sociale d'alimentation dans une refonte nécessaire de ce qu'est la sécurité sociale aujourd'hui. Ça me semble indispensable. Et tout comme il faut militer pour cette sécurité sociale d'alimentation, il faut réinscrire aussi cela dans le cadre d'une sécurisation des existences aujourd'hui, avec aussi ce que cela implique du côté de ce que devrait être un revenu minimum décent, un revenu minimum adéquat, qui se trouve aujourd'hui fixé aux alentours de 1 400 € pour une personne vivant seule, parce que effectivement, la question du besoin alimentaire, elle est indissociable de la question des autres besoins fondamentaux d'une existence, la possibilité de se déplacer, de se former, d'accéder à des services publics, à des transports, de tout ce qui fait une vie. Et précisément, le drame de la pauvreté, c'est qu'elle fragmente une personne en une kyrielle de sous-personnes qui doivent remplir des obligations séparées les unes des autres avec une violence sociale inouïe. Parce que quelle existence accepterait cela aujourd'hui ? Bon, c'est une belle conclusion. On le voit, l'enjeu, il est social, il est démocratique. Pas seulement, puisque le tout répond aussi aux enjeux du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Merci à tous les deux. Ça fait plus d'1 heure qu'on échange. Donc maintenant, voyons si les personnes dans la salle ont des questions. Donc si vous avez des questions pour Bénédicte Bonzi ou Guillaume Leblanc, n'hésitez pas. Bonsoir, merci beaucoup. J'espère que ma question ne va pas trop plomber l'ambiance.
J'ai regardé il me semble que les dernières émeutes qui ont été directement associées à des émeutes de la faim datent de 1947 en France métropolitaine. Et je vous ai écouté sur France Culture, Madame Bonzi, il y a quelques mois, vous parliez à quel point on était proche d'une forme de vraie fracture sur ce sujet de l'aide alimentaire et des associations qui feraient faillite. Où on est en fait? Est-ce qu'on est proche de revivre des émeutes de la faim comme il y a 80 ans? Est-ce que le terreau est fertile et est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça? Merci. Je pense que vous pouvez tous les deux y répondre, puisque c'est aussi un sujet que vous abordez beaucoup dans votre livre, Guillaume Leblanc. Peut-être Bénédicte Bonzi d'abord. Alors, moi, je vais répondre aussi de manière très personnelle. Moi, je vais faire tout ce que je peux faire pour ne pas reconnaître des situations d'explosion de violence telles que les émeutes de la faim. Des fois, quand on en discute, certains disent « Ah oui, peut-être qu'il faudrait arrêter l'aide alimentaire, comme ça exploserait une bonne fois pour toutes, et puis quoi ?» En fait, on est déjà face à de la souffrance, c'est pas en souffrant plus en tout cas, moi, je crois pas ça. Je crois pas que c'est en souffrant plus qu'on va transformer les choses. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience et réfléchir en amont avant d'en arriver là. Et pourtant, je vais citer un exemple. Au début de l'été, en fait, il y a eu des émeutes, à nouveau en France, liées à des violences policières, à la mort de Naël. Et dans le 93, il y a eu des pillages. Il y a eu des pillages où sur les vidéos, on peut voir en fait un jeune homme prendre un paquet de riz et dire « Ah, je le prends pour ma grand-mère ». Jean-Claude Balbo, que j'ai déjà cité, quand je lui ai raconté ça, il me dit « Ah ouais, moi je suis pas sûre que la grand-mère elle soit très contente quand elle connaîtra comment le riz a été apporté ». Mais tout ça pour dire que oui, on est dans une tension, c'est très compliqué. C'est très compliqué de parler à la jeunesse, à une certaine jeunesse, de leur dire d'avoir confiance, de faire autrement, de croire en la démocratie et de ne pas avoir recours à ces formes-là. Donc oui, on est face à d'importants challenges et derrière nous, donc, quand je dis nous, en fait, je pense à ce collectif sécurité sociale de l'alimentation. Eh bien, il y a toute une forme en fait de récupération, toujours pareil, le capitalisme qui essaye de récupérer, tout comme il vient là récupérer le don et l'aide alimentaire. Eh bien, il essaye aussi de se faire son business là-dessus en créant une assurance Carrefour, 150 € par mois, si jamais il vous arrive quelque chose. Donc, on doit en fait être très très vigilant à la manière dont on peut avoir à faire face pour ne pas que cette violence explose. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas sur des explosions phénoménales qu'il n'y en a pas par-ci, par-là. Le fait qu'il y ait des vols de centres de distribution, des camions qui soient saccagés, etc., ça nous montre déjà, ça nous donne un indicateur fort de là où on est en train de se rendre. Il y a eu un moment d'ailleurs où il y a eu de fortes craintes qui ont été exprimées, c'est pendant le confinement dans le 93 en Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui disait à l'État faites quelque chose là parce que justement il y a un risque fort d'émeutes de la faim. D'ailleurs, Guillaume Leblanc, vous en parlez aussi, vous parlez des révoltes et vous dites que ce n'est pas que des révoltes du ventre, ce sont aussi des révoltes politiques. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le fait même de désigner les émeutes comme des émeutes de la faim ne doit pas nous faire oublier le fait que ce qui se joue dans ces émeutes, ce sont de véritables révoltes politiques. Et l'histoire de la France est traversée par ces révoltes politiques qui ont été souvent réprimées hyper violemment. Au XVIIe siècle, la révolte des Nu-Pieds, on disait, le chancelier d'Aguesseau disait, ce siècle est le siècle plein d'émeutes. Il y en avait tout le temps, en fait. Et simplement, et aujourd'hui aussi, si on a une lecture un peu dénationalisée de ces questions, ces émeutes de la faim, elles ont été au centre du printemps, de ce qu'on appelait les printemps arabes. Elles ont été au centre des révoltes récemment dans l'histoire récente du Chili. Elles ont été au centre de nombreuses révoltes dans le monde entier. Et en France, on peut peut-être citer plus récemment les Gilets jaunes. Et en France, j'allais y venir justement, tout le mouvement de contestation des Gilets jaunes a été un mouvement contre la vie chère, mais aussi contre l'indécence de celles et de ceux qui occupaient des positions considérées comme privilégiées par rapport à des personnes qui se sentaient tout simplement méprisées, effacées. Donc dans les émeutes de la faim, il faut toujours regarder la lecture politique
qui est proposé par les émeutiers et comprendre que celles et ceux qui se révoltent aussi contre un ordre du monde qu'ils jugent intolérable. En ce sens-là, c'est une véritable basse continue qui existe en France comme dans d'autres pays, et il suffit de quelques conditions pour que cela apparaisse. Le fait même de diagnostiquer émeute de la faim à certains endroits ne doit pas nous empêcher de percevoir justement ce caractère de basse continue de ces émeutes potentielles qui sont sous-jacentes à tout un pays, à toute l'histoire d'un pays. Oui, et peut-être que pour finir juste sur une touche positive sur cette question, c'est de se dire aussi que c'est un moyen de proposer, c'est même pas une alternative, mais quelque chose d'autre au système économique classique qui nous plombe, qui est de l'ordre de l'économie morale. C'est-à-dire que des personnes en fait se réunissent et peuvent s'exprimer et exprimer même parfois de manière violente, mais pas pour prendre le pouvoir, mais pour exiger simplement ce qu'elles doivent avoir en fait de manière juste. Et ça, c'est très important aussi d'avoir cette autre chose en tête. Merci beaucoup. C'est intelligent, c'est solidaire, ça fait du bien. Merci. Moi, je suis Karine de l'association Foodwatch. Je dis d'où je parle parce que ça va mieux expliquer le commentaire et la question. Le commentaire, c'est il faut, je pense, rajouter aussi de remettre les points sur les i de la responsabilité entre les producteurs et les consommateurs des géants de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Eux, c'est leur responsabilité qui est invisibilisée. Il est largement temps de redire qu'ils font partie du problème et pas de la solution. Encore moins quand Carrefour se permet de proposer une alliance avec une assurance pour répondre à la précarité. C'est odieux et indécent, ce qu'on dit largement publiquement et on ne va pas laisser faire. Donc eux, ils vendent de la malbouffe moins chère et ils font des surmarges sur les produits les plus sains. Donc le droit à l'alimentation, c'est fondamental et il faut du coup parler aussi de la qualité de l'alimentation. Une alimentation choisie, pas avec des injonctions sociales. Mais en tout cas, il faut parler aussi de à quelle alimentation, de quelle qualité on donne accès ou pas à tout le monde. Et en ça, merci le projet de sécurité sociale de l'alimentation est tout à fait prometteur. Ma question et mon appel, c'est que tous les jours on est confronté, là je le vois, et dans tous les ministères qu'on rencontre, enfin, c'est à un point que je sous-estimais, à ces préjugés que vous décrivez si bien, sur en fait la charge de la responsabilité des pauvres et le fait que quand même la principale raison ce serait de l'éducation, parce que quand même il faut être parfaitement idiot pour acheter des chips alors qu'on pourrait acheter des haricots verts, quoi. Je passe le fait que souvent il y a du sucre ajouté dans les haricots verts. C'est un autre débat, même si tout est lié. Comment on peut faire et merci pour vos ouvrages, merci pour cette conférence qui ouvre les yeux, mais on part vraiment de loin. Comment on peut faire pour faire écho à ça, casser ces préjugés plus loin, plus fort, plus vite, parce que c'est ancré à tous les étages dans la société. Et honnêtement, aujourd'hui, ça me fait peur, quoi. Qui répond? Comment on peut faire? C'est le fait de... Déjà, je pense qu'il faut effectivement, moi je n'ai pas de solution, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de construire de nouveaux collectifs, de nouvelles formes de coopération qui émergent de notre société et qui, justement, dessinent un rapport de force dont nous allons avoir besoin dans les années à venir, y compris sur le plan politique. Je pense que tout ça est lié. Nous sommes en train de perdre déjà la bataille du récit hégémonique. Vous l'avez dit très justement. Nous sommes en train de nous faire imposer un récit qui ne correspond pas à ce que nous désirons, pensons, rêvons, et c'est là déjà qu'il faut lutter absolument. Il nous faut refaire un récit collectif à partir de toutes ces expérimentations dont nous parlons déjà de ce soir, mais d'autres expérimentations pour refuser effectivement ces formes de violence dont vous parlez et aussi d'autres formes de violence qui sont liées, on le sait très bien, à des systèmes d'exclusion, d'inhospitalité, parce que on pourrait, et ce serait absolument nauséeux, sur la base de tout ce que nous venons de faire, de tout ce que nous venons de diagnostiquer ce soir, on pourrait établir une partition, vous voyez à quoi je fais référence, entre une sécurité sociale d'alimentation pour les sujets nationaux et la refuser aux non-nationaux,
à partir d'un argumentaire qui serait presque celui qu'on est en train de mener aujourd'hui. Donc attention, il nous faut véritablement un récit extrêmement cohérent des conditions de notre lutte actuelle, si nous ne voulons justement transformer le monde tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il faut vraiment que l'on soit fier de nos résistances et qu'on arrête aussi d'accepter, encore une fois, le discours de domination et des dominants sur ce que sont les résistances. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on va établir que l'aide alimentaire, finalement, elle est en cogestion, elle pacifie la société, et puis on va s'en satisfaire. Non, les acteurs de l'aide alimentaire sont en résistance par rapport à ce système alimentaire complètement fou qui laisse beaucoup trop de personnes sur la touche. Et de la même manière, il y a tout un tas de personnes qui sont en résistance pour une agriculture autre, en fait, pour protéger une agriculture dite paysanne, une agriculture durable. Et moi, je crois beaucoup dans la rencontre de ces résistances. Aujourd'hui, on est trop habitué à des fois même se couper les cheveux en plus que 4 dans ces collectifs-là, et c'est important d'arriver à se dire que si on résiste, c'est bien pour quelque chose, et qu'on doit arriver aussi à ne pas penser que chacun, celui qui pense pas exactement comme moi serait mon ennemi. Non. Globalement, on a beaucoup de personnes qu'on va embarquer. En fait, cette transformation sociale, c'est pas contre des personnes, c'est bien contre un projet politique. Et donc, il faut le faire avec tout un tas de personnes dans leurs différences. Et c'est ça, la démocratie. Et je me dis aussi que ces expériences-là, on ne les a pas tentées. Et du coup, je suis très positive aussi par rapport à ça, parce que je sens en fait tout le potentiel qu'il y a à se rencontrer, à parler autrement, à agir sur la manière de prendre des décisions, de faire des expérimentations, de changer d'échelle aussi au niveau des territoires. Donc il y a beaucoup en fait d'espoir et surtout arrêter de croire, de croire ce que l'on dit sur nous et de tout de suite s'avouer vaincu. Parce que ça, c'est complètement faux. Quand, par exemple, on évoque certaines pistes et on nous dit « Ah, mais non, mais vous êtes des utopistes ». Mais en fait, ce qui est utopique, c'est de laisser mourir des gens dehors en ayant des lieux et des bâtiments surchauffés. C'est ça qui paraît complètement indécent. Et pourtant, c'est dans ce monde-là que l'on vit. Donc finalement, on a tous les arguments de bon sens pour être fiers de les porter et arriver à les porter. Et voilà, et j'ai envie de dire, il faut partir avec cette conviction-là et s'autoriser à prendre beaucoup plus la parole que ce qu'on le fait jusqu'à présent. Il y a encore une question dans le public. Je reprends le dossier de la sécurité sociale de l'alimentation. Salut Bénédicte. Je fais partie des gens qui essayent de développer ça au sein d'associations dans la région parisienne. Je voudrais simplement rendre à César ce qui lui appartient pour la sécurité sociale. L'histoire de la sécurité sociale. Il y a deux choses qui me semblent importantes d'être dites. Elle a été créée en 1946 par Ambroise Croizat. Pierre Laroque n'était que l'administrateur, c'était l'énarque de l'époque. Et on parlait de récit et de victoire. C'était une date importante puisque Ambroise Croizat, avec la CGT, a rassemblé toutes les sécurités sociales qui existaient bien avant. En moins d'un an, en 1946, ils ont rassemblé toutes les caisses de la sécurité sociale. Et donc, pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire, ce sont finalement les cotisants, c'est-à-dire en l'occurrence les ouvriers, qui ont eu la main, totalement la main, sur plus de la moitié du PIB de l'époque en France. Donc c'était une grande victoire, il faut jamais l'oublier. C'est pour cela que c'est sur ce modèle. Alors je cite les sources aussi qu'il faut rappeler, c'est Bernard Friot qui a fait tout son travail là-dessus, et Nicolas da Silva qui a repris ses travaux. Donc c'est très intéressant d'étudier comment, en chemin, il faut aussi réfléchir à reprendre la souveraineté sur le travail. Et donc la souveraineté citoyenne et la responsabilité citoyenne sur le travail. Et je pense que la piste de la sécurité sociale de l'alimentation ne doit pas passer à côté de toutes ces recherches qui ont été faites, puisqu'elles sont absolument fondamentales. Elles permettent de réfléchir vraiment en amont sur des victoires qui ont été réelles et concrètes, comme tu l'as dit, Bénédicte. Les CHU, ça a été fait et décidé uniquement
à partir de la cotisation. Et donc la réflexion sur reprendre la main sur l'alimentation par la cotisation est vraiment une voie qui peut... En fait, il faut la traduire simplement, cette sécurité sociale. Un modèle, c'est Friot qui appelle le déjà là, qu'il faut reproduire, et ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Il y a encore plusieurs questions dans la salle, donc peut-être on va les regrouper, et puis je vous laisserai répondre en conclusion après. Oui, merci de cette conversation super stimulante et revigorante. Moi, je ne suis pas philosophe ni anthropologue, mais je suis géographe, et c'est un petit peu la même chose dans certains cas. Et moi, je travaille sur l'Inde, et Dieu sait que c'est un pays où il y a des mépris de classe, de caste, où on se marche les uns sur les autres très très facilement, et une stigmatisation de la pauvreté, etc. Sauf que, il n'y a pas une stigmatisation de l'aide alimentaire, parce qu'en fait, c'est très institutionnalisé. Officiellement, il y a les 2 tiers des ménages qui doivent bénéficier de cette aide alimentaire. Donc 2 tiers pour 1,4 milliard de personnes. Vous voyez que ça fait du monde. Et du coup, vous avez des boutiques pour 2000 habitants qui jalonnent le territoire. Et chaque ménage, tous les mois ou toutes les semaines, va aller chercher son riz, son blé, son huile, etc. Et le livret d'alimentation qui donne droit aux différents quotas, aux différents prix selon le niveau de revenu de la famille et la quantité de membres du ménage, eh bien, sert de carte d'identité. Jusqu'à il y a 4-5 ans, il n'y avait vraiment pas de carte d'identité en Inde, où c'était très rare. Et donc, pour ouvrir un compte en banque, pour passer son permis de conduire, on montrait sa carte d'alimentation. Et du coup, la question alimentaire, c'était vraiment la citoyenneté, c'était la citadinité aussi, parce que ça montrait un certificat de résidence. Quand on habite en bidonville, c'est pas du tout évident de prouver sa résidence. Et je vous dis ça parce que finalement, ça donne... Alors, je sais que je défends pas le système qui marche très mal, c'est pas l'objet, mais du moins institutionnaliser l'alimentation avec une sécurité sociale alimentaire ou d'autres systèmes, au moins ça permettrait justement de casser cette stigmatisation. Ça marche ? Oui, moi c'est Jean-Michel, je suis paysan, j'habite au Pas-de-Calais et je suis venu vous voir parce que j'aimerais que le travail que vous faites vienne aussi dans les campagnes, quoi, hein. Et effectivement, on est des résistants, hein. On a planté des haies toute sa vie, on n'utilise plus de pesticides depuis plus de 20 ans, et pourtant, il y a 2 ans, on a vendu toutes nos carottes qui sont parties à la méthanisation. Aujourd'hui, notre blé, il est moins cher qu'en conventionnel. Donc il y a un vrai problème, quoi, hein. Et contrairement à ce que vous dites, Madame Bonzi, les paysans sont pleins aux as, quoi, hein. Chez nous, les gros patatiers, ils avalent tout, quoi. On a créé des machines de guerre avec l'argent public de l'Europe, avec la fiscalité. Plus on gagne d'argent dans cette société, moins on en redonne. Et donc, chez nous, on voit plein de petits jeunes vouloir s'installer, qui ont fait d'autres métiers, qui veulent s'installer maraîchers sur des microstructures, quoi, hein, qui font 1 an, 2 ans, qu'ils ont plein d'envie, et au bout de 3 ans, ils se barrent parce qu'ils n'ont pas de revenus, quoi, hein. Donc, la paysannerie changera que si les citoyens la prennent en main. C'est pas une affaire d'agriculture, c'est une affaire de société, quoi. Voilà, donc moi, je vous invite à venir chez nous au mois de mai, puisque à Arras, il y a un salon du livre et de la critique sociale. Et j'aimerais bien que vous veniez parce qu'on a fait venir Hugo de l'atelier paysan dans notre ferme chez nous pour justement attirer les gens sur le travail de maraîchage qu'on fait, mais surtout pour nourrir l'esprit des gens, quoi, hein. Et c'est votre travail, quoi. Merci. C'est juste une petite question sur la cotisation sociale de l'alimentation. Je suppose que vous avez beaucoup réfléchi sur la question. Moi, je découvre. La question, c'est est-ce que c'est une revendication que vous voulez faire à l'État et donc demander à l'État de créer une cotisation sociale de l'alimentation, ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez imposer, enfin, qu'on veut imposer par le bas, un peu comme en se réappropriant un peu la question du travail, la question
Comment est-ce qu'on peut mettre en place une cotisation et l'imposer, et en fait qu'une fois qu'elle est là, il faut faire avec, parce que ça devient une concurrence très très forte à l'État, en fait. Voilà. Je vous laisse répondre. Bénédicte Bonzi, peut-être. Bon, alors après, très, très rapidement sur la question de la cotisation, comment ça va se passer, etc. Là, on en est à un moment où de plus en plus de territoires font des expérimentations. Et forcément, on se heurte à la problématique. Donc, comment on fait pour faire des cotisations? En fait, les gens travaillent peut-être à un autre endroit et puis ils vont faire leurs courses sur tel territoire, etc. Donc, souvent, ça passe plutôt par de la monnaie locale, avec des financements publics, etc. Ce que je vous raconte, c'est que ces expérimentations, pour le moment, elles sont là aussi pour montrer que ce modèle peut fonctionner. Ce dont on a besoin ensuite, c'est d'un projet de loi clair. Et en effet, il faudra que dans ce projet de loi clair, on repense aussi à la sécurité sociale tout court, en fait, de santé, à ces autres branches, pour pouvoir à nouveau reprendre la main sur ces structures dont on a vraiment besoin quand on veut une certaine société. Ça correspond à un projet de société différent de celui qu'on connaît. Donc voilà un peu, finalement, ce qu'on fera des cotisations et comment se les figurer. Je pense que pour beaucoup de personnes d'ailleurs, et notamment liées à la dématérialisation, ne savent plus trop bien lire leur fiche de paie. À quoi servent les cotisations? Quelle part on prend? De quoi on se protège? Et toutes ces choses-là, c'est pareil, c'est de l'éducation populaire pour se les réapproprier, pour comprendre et pour choisir. Parce qu'au final, le calcul, il est de se dire que sur un actif, les sommes là, de 120 milliards que je vous dis, ça représente 4 000 € par an de cotisation. Et c'est pas grand-chose quand on voit les dépenses alimentaires que l'on peut faire et qu'on se dit qu'on reçoit aussi en partie. Donc voilà, c'est des chiffres, c'est un peu abstrait, ça mérite d'être pensé. Mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas en train de construire des usines à gaz. C'est tout à fait plausible, possible, assez simple. Il s'agit juste d'avoir une volonté. Pour le moment, il faut prouver que ça fonctionne et puis s'y essayer, parce que au-delà finalement de l'équation qu'il faut faire pour montrer que ça marche, il faut arriver à avoir des instances vraiment démocratiques qui se parlent et qui fonctionnent. Et là aussi, on a beaucoup de boulot pour apprendre à le faire, parce qu'on nous a plutôt habitués à être les uns contre les autres que tous ensemble pour avoir un projet commun. Guillaume Leblanc, le mot de la fin? Oui, alors, FAIM. Je voudrais revenir sur la question de la sécurité sociale et ce que vous avez dit très justement à propos de la création de la sécurité sociale. Je voudrais revenir par le biais de tout ce que nous avons analysé autour de la question du don et que j'ai un peu essayé de rebrancher sur plus largement les questions aussi du soin social, du prendre soin des autres. Je pense que c'est très intéressant d'un côté de se dire qu'il y a aujourd'hui énormément d'activités dans notre société qui ne relèvent plus du monde du travail et qui pourtant sont absolument centrales, parce que c'est grâce à elles, à toutes ces formes de soins, de sollicitude, de soutien, de bénévolat, qu'une société comme la nôtre arrive encore aujourd'hui à se développer. Et je crois que donc nous avons besoin d'une sécurité sociale élargie qui intègre, vous avez parlé de Bernard Frioul, je revendiquerai plutôt le rapport à André Gorz, qui intègre toutes les activités, mais ce n'est pas contradictoire évidemment, qui intègre toutes les activités qui aujourd'hui ne sont pas perçues comme du travail et qui devraient être reconsidérées comme une forme essentielle et donc comme du travail. Soit il faut élargir la notion de travail à toutes ces activités qui ne sont pas du travail, perçues comme du travail, soit il faut carrément mettre en crise cette relation au travail pour penser d'emblée toute la sphère des activités, ce qui était justement le parti pris d'André Gorz et qu'il essayait de mettre en avant. C'est cela pour moi que j'appellerais une sécurité sociale élargie. Nous avons besoin d'une sécurité sociale élargie à toutes les activités et pas simplement filtrée par la seule sphère du travail reproductif, productif, parce que sinon,
nous risquons de réintroduire les coordonnées même du problème à l'origine de toutes les questions de soins. Nous risquons de réintroduire justement la vision du monde qui a engendré précisément la nécessité pour certaines personnes de prendre soin, de faire du bénévolat d'autres personnes, au risque effectivement que, et c'est un risque que nous avons perçu pendant toute la soirée, au risque qu'effectivement cette philosophie du soin social, du bénévolat, devienne finalement une sorte de modalité inconsciente de la réconciliation des dominants avec les dominés. Ce qu'il ne faudrait justement pas proposer. Ce qu'il faut proposer, c'est de repartir des visions critiques de celles et ceux que nous n'entendons pas, de celles et ceux que nous ne voyons pas, de celles et ceux qui sont pleins d'activités mais qui n'ont pas nécessairement un travail. Et c'est ça qu'il faut justement opposer à la rationalité néolibérale contemporaine. Merci Guillaume Leblanc, merci Bénédicte Bonzi. Et merci à vous d'être venus les écouter. C'est la fin de cette rencontre. Je rappelle, Bénédicte Bonzi, vous êtes l'autrice de La France qui a faim, et Guillaume Leblanc, vous êtes l'auteur de La solidarité des éprouvés. Vous sortez prochainement un nouveau livre aux éditions Albin Michel, Osez pleurer. Merci encore. Bonne soirée.